Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde Juan Carlos Carcedo, entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain. Ce mardi, l'équipe et le Parisien publiaient de longs articles expliquant que Carcé agace beaucoup de joueurs de l'effectif, il serait trop strict, pas assez proche des joueurs, hautain et acerbe dans ses remarques. Alors, avant toute chose, on va voir qui est Carcé, ensuite on va voir son tandem un peu spécial avec Unai, et on terminera avec un bonus d'Unai Emery lui-même, donc en espagnol, une interview que j'ai réalisée avec lui. Je vous traduirai un petit peu autour de la presse. C'est un thème qui revient beaucoup, j'ai l'impression, chez les suiveurs du Paris Saint-Germain. Et donc il va vous expliquer un peu comment lui il voit ça et comment il gère ça en interne. Je pense que c'est assez intéressant, mais ce sera le bonus. Débutons par Carcé, son surnom. Alors, il a connu Unai à Leganés quand tous les deux étaient joueurs en D2 espagnol. Ils étaient également avec un certain Pablo Villa, qui est d'ailleurs aujourd'hui encore adjoint. C'est le deuxième adjoint, on va dire, d'Unai Emery. Alors, immédiatement, Unai et Carcé ont sympathisé. Comment je peux expliquer Carcedo? C'est quelqu'un d'assez rigoureux, minutieux. On va dire, c'est pas le genre de mec, tu vois, expansif, extravagant. C'est vraiment un mec qui est focalisé sur le foot. D'ailleurs, il prenait des cours quand il était en D2 espagnol aussi, pour penser déjà son après-carrière, donc notamment la gestion d'un club. Il allait également dans des réunions à caractère psychologique. Donc, il a vraiment beaucoup étudié. Et en fait, quand Unai prend donc le poste à Lorca, quand il a 32 ans, donc en D3 espagnol, il était joueur, et puis au milieu d'année, il devient entraîneur. La première personne qui l'appelle pour le seconder, c'est Juan Carlos Carcedo. La raison, c'est parce qu'ils ont le même rapport obsessionnel, quelque part, vis-à-vis du football. Juan Carlos ne peut pas venir tout de suite, donc il le rejoindra ensuite à Almeria, et depuis le duo sera toujours présent. Alors, quand je dis duo, normalement, chez un entraîneur adjoint, t'as l'entraîneur là, et t'as quand même l'entraîneur adjoint là. Là, c'est pas pareil. Là, on est très très proche. C'est-à-dire que Unai laisse une énorme liberté à Carcedo, notamment en plein match. Vous avez dû remarquer, ou même entendre Carcedo des fois vociférer sur le banc de touche, se lever et se comporter presque comme un premier entraîneur. Parce que les deux fonctionnent comme ça. Toutes les décisions prises sont des décisions collégiales vis-à-vis du staff. Alors, même si Unai a le dernier mot, tu as toujours Carcedo pour lui proposer ce qu'Unai appelle un défi intellectuel. Parce qu'ils n'ont pas forcément toujours la même vision. Et pour donner un exemple très clair, Carcedo a été baigné par l'influence des coachs, notamment italiens qu'il a connus, puisqu'il a eu par exemple Arrigo Sacchi. Donc Carcedo, c'est lui qui s'occupe de toute la transition défensive et des exercices consacrés à la ligne de défense, comment bien garder le bloc, etc. Tandis qu'Unai est plus attiré par la partie offensive de la chose. Tandis que le troisième adjoint, Pablo Villa, s'occupe plus de la planification des entraînements, à inventer des jeux aux entraînements, en faisant appel à plein de compétences, notamment pour les tests cognitifs, etc. Donc ça fait que c'est un trio les choses sont bien réparties. Juan Carlos Carcedo, c'est également lui qui est responsable de beaucoup de systèmes sur coup de pied arrêté, s'intéresse énormément à ça. Alors lui-même avoue s'inspirer d'autres sports, le basket notamment, et surtout le football en salle. Le futsal est vraiment une grande inspiration du travail de Carcedo. Et ensuite, dans leur gestion humaine, parce que là je vais faire une partie un peu technique, dans la gestion humaine, à l'époque d'Almeria, c'était un peu bad cop, good cop. C'est-à-dire que le mauvais flic c'était Unai, et parce qu'Unai, quand il était plus jeune, alors là on a l'impression que c'est une lavette, mais comme disait Laurent de Palmas à Almeria, Unai lui a dit bah, écoute, on va s'expliquer dehors, en gros on va se foutre sur la gueule quoi. Il était un peu sanguin Unai. Et alors oui, c'est un peu calmé quand même aujourd'hui, mais en fait il y avait toujours Carcedo pour passer, tu vois, un peu derrière, être plus calme. Mais c'était tout programmé. Et pourquoi je dis que c'était programmé? Je vais vous citer Juan Carlos Carcedo lui-même, que j'ai interviewé à 2 reprises. Alors à chaque fois c'est marrant parce qu'on dit c'est un mec pas bavard du tout, ce qui est vrai, c'est un type assez timide, réservé, très poli. Alors pour l'anecdote, tous les petits employés encore du club, notamment les anciens intendants, chaque fois ils me disent putain mais le staff c'est vraiment des gens d'une simplicité mais terrible en fait, ils sont discrets, veulent pas trop se montrer, etc. Et c'est vrai que Carcedo, on l'a entendu une fois à la nomination d'Unai Emery, il avait donné quelques petites interviews à l'équipe et sinon rien du tout. Donc je vais vous expliquer un peu ce que lui dit, parce que j'ai eu le plaisir de parler pas mal de fois avec lui. Et quand tu parles avec Carcedo, par contre ce qui est très marrant, on dit qu'il est pas bavard. Putain mais tu lui poses une question, il te fait la réponse de 25 000 choses, puis à la fin il répond, non, au début il répond à la question, puis après il va élaguer sur autre chose. Quand tu parles de foot, bon bref. Allons-y, donc là vous allez voir un peu la gestion psychologique selon Unai Emery, son adjoint. Alors, une chose avant, je ne dis pas qu'elle est bonne, je ne dis pas que c'est la meilleure chose, que c'est adapté à tous les gens, etc. J'explique juste comment ils font. Alors, ils expliquent leur expérience au Spartak, qui s'est soldée sur un échec. Le Spartak, c'est une expérience fondamentale dans notre parcours, car on s'est confronté à quelque chose de nouveau. Cela nous a aidé dans la manière de traiter le joueur, d'être encore plus psychologue. Presque tous les jours, on échange avec Unai autour de chaque joueur. Comment le traiter, comment se comporter pour obtenir son meilleur rendement.
Parfois, cela veut dire lui coller une soufflante devant tout le monde, mais il faut anticiper sur la réaction qu'il peut avoir. Pour certains, mieux vaut parler en privé, dans l'intimité d'un bureau, sans regard extérieur. Chaque joueur est comme un monde nouveau sur lequel on doit presser le bon bouton, de manière à entrer en lui et connaître son point faible, son point fort et ses pensées. Donc voilà comment ils gèrent leur groupe, évidemment, en interne. Alors, je ne dis pas que c'est forcément adapté, des fois il y a une différence, ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, on va voir pourquoi ça ne pourrait pas marcher. Donc là, ce que je vous cite, c'est un extrait du livre que j'ai écrit autour d'Unai Emery. Et donc on va reparler de Carcedo. Là, c'est les joueurs qui ont eu le duo qui vont nous en parler en mettant le bon côté et également une limite. Et on va pouvoir faire une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Alors, Juan Carlos, nous voilà. J'ai connu Arrigo Sacchi à l'Atlético. C'était un maestro. Alors, encore une fois, c'est d'ailleurs comme le titre du livre. Le maestro dans le sens espagnol du terme, un professeur. Pas un maestro avec sa baguette. Donc Arrigo Sacchi savait maintenir la ligne de 4 défenseurs en nous apprenant à être capable de communiquer entre nous. C'est précisément ce que les Italiens manient très bien défensivement. J'ai aussi connu Sandro Salvioni à Nice et on travaillait pratiquement quotidiennement la tactique défensive. Peut-être que chez nous, en l'occurrence en Espagne, on préfère davantage le jeu et la possession. J'ai par exemple porté le maillot de Las Palmas durant ma carrière. Dans les îles Canaries, la philosophie est encore différente du reste de l'Espagne, où il y a plusieurs courants de pensée selon les régions et les clubs. Peut-être que c'est à cause du climat, peut-être que c'est lié à un autre concours de circonstances, mais on pratiquait là-bas un jeu à base de combinaisons, de techniques, avec la plupart des joueurs locaux qui sont issus d'un football de rue, comme ils pratiquent souvent. Moi, je me suis construit avec tout ça. Un entraîneur complet ne doit pas négliger un aspect ou un autre, ce n'est pas possible. Et là j'ajoute. Si Emery est réputé pointilleux, Carcedo l'est tout autant. Et là, c'est donc Coquet. Je rappelle, Coquet, c'est un capitaine de Séville, vainqueur de l'Europa League, on se rappelle ses buts contre Liverpool en finale, je cite. Il me répétait toujours quelque chose. Utilise ton corps en défendant. C'était parfois l'angle laissé à l'adversaire que je pouvais boucher avec la bonne inclinaison de mon corps ou d'autres petits détails de ce genre. Ensuite, on a Vitolo, donc international espagnol, ailier, etc. J'ai appris énormément tactiquement et défensivement, tout en ayant joué à plein de positions différentes offensivement. Avec eux, tu apprends à vivre au football, à penser football, à être compétitif. Mais les louanges de Vitolo laissent une double lecture. N'existe-t-il pas un risque si le joueur n'est pas réellement amoureux de football ? Et Vitolo répond. Disons que si tes joueurs aiment la même chose que toi, c'est plus facile et ça évite de te tromper. Par chance pour Unai, on était aussi des joueurs aimant ce sport, donc... en l'occurrence à Séville. Et c'est peut-être la limite que je vois avec Unai et Carcedo, c'est qu'ils sont tellement obsédés par le foot, tellement, que si le joueur n'a pas cet amour et également cette exigence envers lui-même, c'est-à-dire de se défier intellectuellement et spirituellement, et ne pas voir seulement le foot de par le prisme d'un résultat, il peut avoir une incompréhension. Néanmoins, Carcedo, je peux vous le dire, j'ai interrogé quand même à peu près 50 joueurs qui ont connu le duo, il a adoré. Notamment Sofiane Feghouli, je me rappelle, qui me disait que, en gros, Unai, il était toujours là avec son café, il faisait les 100 000 pas devant le vestiaire avant le match, que bon, monsieur est nerveux. Et Carcedo, il arrivait et il blaguait avec les joueurs, il était tranquille. Carcedo, sachant qu'il parle français, parce qu'il a joué à Nice, et par exemple, à Valence, et même à Séville, il était très proche des mecs comme Adil Rami, et il a, par exemple, aussi Laurent De Palmas, quand il était à Almeria, et De Palmas me disait, bah tu vois, de tous les entraîneurs que j'ai eus, bon, il a gardé un peu de contact avec Unai, mais Carcedo, il n'arrêtait pas d'envoyer d'anciens messages à leurs anciens joueurs, etc. Bon, c'est pour ça que j'étais assez surpris quand même d'entendre ça, mais je vais quand même clarifier les choses. Carcedo est dur avec certains mecs du PSG, notamment avec Kurzawa, qui d'ailleurs s'en plaint assez souvent. Pourquoi le staff est toujours sur moi, nanana. Avec Rabiot, avec Kimpembe, ils ont énormément bossé, avec Nkunku. C'est pour ça qu'on voit autant Nkunku, parce qu'il a la mentalité, comme Kimpembe, pour accepter de dire ben là t'as pas bien fait ça, etc. Et on est vraiment dans du détail. Alors c'est vrai que des fois ils peuvent être très chiants, Carcedo, parfois t'as envie de lui dire mais tu me saoules. Mais c'est toujours dans un souci en fait d'aller plus haut. Tu vois, je lisais aussi les livres de Martin Parano sur Guardiola, quand Guardiola expliquait tout son fonctionnement et tout ça. Et Guardiola te montre bien que si le joueur n'est pas disposé à progresser, quand toi tu as l'exigence pour aller plus haut, en demander plus, et ben tu vas te remonter une limite. Alors parfois justement tu vas essayer de... Tu vas te dire, ok, bah, je vais le laisser dans son coin pour que lui-même, un jour, me dise j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de comprendre la vidéo, j'ai envie de comprendre ci, comprendre ça. Ce que Unai fait d'ailleurs à Paris, c'est-à-dire qu'il a baissé les vidéos individuelles pour certains joueurs qui ne présentent pas d'intérêt là-dessus, il y en a certains qui ne regardent même pas. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont ultra friands de ça, un des plus friands étant Thiago Silva et l'autre Edinson Cavani.
Maintenant, pour voilà, je pense avoir un peu expliqué comment ça se passe dans la gestion. Encore une fois, je dis pas que c'est la meilleure gestion du monde, j'explique comment ils le font. Maintenant, je vais vous mettre, donc c'est un extrait audio en espagnol, je vais le traduire au fur et à mesure, d'Unai Emery autour de la presse et des journalistes. Donc voilà, écoutons Unai. Donc là, Unai nous dit qu'il a appris beaucoup des politiques. Voilà. Donc là, il nous dit qu'en gros, il se sent très proche des politiciens, puisque lui aussi est une personne publique, et il faut accepter, il faut comprendre que quand tu es une personne publique, tu es sujet à la critique. Donc il dit, on comprend que parfois tu as certains journalistes qui sont contre toi, etc. Et donc Unai dit que lui, il vit encloisonné vis-à-vis de son travail. Quand les gens me critiquent, que ce soit dans les journaux ou à la télé, moi je regarde pas, je n'écoute pas. Je suis seulement avec les gens avec qui je travaille et qui m'aident pour trouver des solutions. Donc là, il dit qu'en gros, il a beaucoup appris notamment à Valence, notamment la dernière année où il était pas mal critiqué. Il dit, admettons, on perdait le dimanche, et le lundi, bah ça y est, c'était partout. Il en prenait plein la gueule. Et lui dit qu'en gros, le lundi, au lieu de ressasser tout ça, lui, il regardait une fois le match, deux fois le match. Il essayait d'analyser, pardon, pour voir les raisons des défaites et comment on pouvait essayer d'améliorer ça. Là, c'est une citation très intéressante. Il dit dans sa tête, c'est très clair. Quand tu perds, mets-toi à travailler, mets-toi à bosser. Là aussi, je trouve que c'est très intéressant. Il te dit que lui ne se met pas genre à écouter ce que les gens en disent. Pourquoi ? Parce qu'il dit, ils vont pas t'apporter la solution si c'est une critique. Après, ça dépend de la critique. Bon, bref. Donc là, il dit, donc la solution n'est pas dans la critique, la solution est dans l'analyse et donc le travail. Donc, il dit, qu'est-ce que je gagne si j'écoute ces mecs ? Alors maintenant, je vais vous montrer un autre petit extrait, je crois que c'est par là. Ah, excusez-moi, attendez, parce que j'ai pas noté exactement, je crois que c'est là l'extrait. Allons-y. Ah, c'est juste un peu avant, excusez-moi. Tac, 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 tac. Ouais, la technologie et moi, ça fait 28. Allez, let's go. Merde. Donc voilà, je vous vois en gros. Il dit après, il va raconter une note de Lorca, donc c'est son premier club en tant qu'entraîneur. Il disait, ouais, j'avais 32 ans, on me critiquait beaucoup pour ma jeunesse, etc. Et donc ils ont gagné à Carthagène. Carthagène, c'est pas évident entre le milieu espagnol et les gagner, c'est quand même un gros club. Ils sont allés gagner 1-0. Et donc le lendemain, bah voilà, on va. Donc il dit le lendemain, je lis un peu le compte rendu, voir ce que dit ce journaliste. Et il critiquait le match. Et là je me dis, mais attends, mais on a gagné à Carthagène, c'était un match difficile, etc. On a bien joué. Donc je l'ai appelé. Et donc le journaliste lui disait, mais non, mais enfin, mais la revue de match elle est bonne, etc. Et Unai lui disait, mais comment ça elle est bonne ? Donc t'es en train de me critiquer à moi et à un joueur. Donc là il dit, Unai, tu dois m'aider, tu dois nous aider, etc. Parce que le but c'est de monter, etc. Là, il ne veut pas dire ça sur une presse nationale, mais il faut comprendre, il est à Lorca, qui est dans le sud de l'Espagne, c'est un truc un peu sinistré. Et donc c'est la presse locale. Donc là, il lui disait, mais c'est dans l'intérêt de toute la ville, etc. pour qu'on monte. Voilà, sachant que, je le répète, il fait évidemment la différence, par exemple, d'une presse locale quand tu es dans un club comme Lorca, et évidemment quand tu es à Séville, Valence ou Paris Saint-Germain.
Donc en gros, quand il termine la discussion et qu'on Unai raccroche, il se dit bon, lui il mérite même pas la peine que je lui parle, il en vaut pas la peine, il n'y a rien à en tirer. Porque va a ser siempre lo mismo. Parce que ce sera toujours la même chose. No dije al director deportivo que estaba conmigo, no tenemos que mirar la prensa, tenemos Et là, donc, il va parler au directeur sportif de Lorca qui était à côté de lui. Et il lui dit maintenant, à partir de là, on ne doit plus regarder la presse, que trabajar para ganar, centrarnos para ganar, olvidarnos de lo que digan, porque on doit bosser pour gagner, on doit se concentrer sur le boulot et on doit oublier tout ce qui se dit. ellos van a criticarnos siempre. Yo aprendí ahí, van a criticarnos siempre. Parce qu'ils vont toujours nous critiquer. Y entonces, Donc là, j'ai appris. cuando conseguimos ascender de Et categoría, finalement, on a obtenu la promotion. ese periodista Et ce journaliste est me venu dijo, et m'a dit quiero hablar contigo. dos J'aimerais- minutos. Dije, j'aimerais te parler 2 minutes. hablar. ¿Qué pasa? No, Et Unai lui dit oui, pas de problème, qu'est-ce passe? que quiero empezar de cero, quiero Je veux que... commencer de zéro. Yo le dije, no, si yo no tengo ningún problema. Yo Et là, Unai lui dit moi, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème. estoy igual, yo soy el Je suis mismo, pareil, je suis yo le no même. tengo ningún problema. Y ese periodista, claro, quería luego conmigo, después de criticarme y querer escribir en contra mía, luego quería que yo hablase con él. Y yo le dije, yo no tengo ningún problema. O sea, para mí es Donc il voulait écrire quelque chose, etc. Unai lui dit qu'ok, il n'y a pas de problème. igual. Yo, a partir de ahí aprendí, al periodista sé que me va a criticar. Y sé que si hablo con él va a pensar que puede hacer conmigo lo que quiere. Et là, c'est aussi intéressant, il dit voilà, moi j'ai appris justement de ce fait-là avec un journaliste, il dit, parce que maintenant, si je parle admettons avec ce journaliste, il va peut-être penser que voilà, il va pouvoir peut-être me manipuler, etc. Y no es así. Bien ce que je veux. Soy el mismo, igual. Yo solo busco ganar y busco Parce qu'il il dit ça parce qu'en gros, pour en avoir reparlé, genre le mec va se dire putain voilà, maintenant tu vois, il me parle, il me fait confiance, c'est mon ami, etc. Enfin voilà, il y a un rapport un peu biaisé si tu veux. trabajar y no tengo que ser amigo de ningún periodista para que tenga información, ¿no? Je ne me ferai jamais ami avec un journaliste, justement vis-à-vis des informations. Comment je pourrais le traduire celle-là? Je l'ai mal traduit, excusez-moi. En gros, il dit je ne serai pas l'ami d'un journaliste afin qu'il obtienne des informations, etc. Et lui, même s'il peut penser ça, ça ne se passera jamais. No puedo hacer eso porque traería a mis jugadores. Et il dit je ne peux pas faire ça parce que je trahirai mes joueurs. Claro, es que Et sur ces paroles-là, je trouve qu'elles sont sages. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo autour de Juan Carlos Carcedo et de la manière dont le staff gère un peu toutes ces critiques et tout ce qui se passe, toute cette frénésie médiatique autour du club, vous a servi. Juste d'ailleurs une dernière chose. Ouais, c'est quand même mieux quand tu t'exprimes en espagnol. Trop parce que là, vous voyez, je vous avez mis ça, je l'ai un peu traduit un peu live. Mais déjà, tu vois la manière dont il s'exprime, je trouve que c'est tu sens une vie, une passion qu'il n'y a absolument pas en français. Et je trouve que bon, c'est bien l'effort, ok, mais quand même, c'est beaucoup plus intéressant quand tu parles espagnol. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.